Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Affaires de la Cité. Le numéro 7 de cette émission fait une plongée dans la politique de décentralisation du Sénégal de l'acte 1 avec le président Senghor à l'acte 3 avec le président Macky Sall en passant par l'acte 2 avec le président Abdou Diouf, sans oublier la réforme menée par le président Abdoulaye Wade qui a créé de nouvelles régions, Matam, Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et de nouvelles collectivités locales. L'actuel chef de l'État décline sa vision de l'acte 3 de la décentralisation en ces termes, je le cite, « Organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable à l'horizon 2022 », fin de citation. Mais quel bilan peut-on faire des deux premières réformes? Quels enjeux pour la réforme annoncée comme devant être l'acte 3 de la décentralisation? Cette réforme aura-t-elle lieu avant ou après les prochaines élections locales prévues en principe en mars 2014? Les locales seront-elles maintenues à date échue ou seront-elles plutôt différées pour se donner le temps de bien mener le processus de réforme? Autant de questions et bien d'autres auxquelles les affaires de la cité tenteront de répondre. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le président du Comité national de pilotage de la réforme de la décentralisation. Bonsoir, professeur Ismaël Madior Fall. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Votre portrait tout de suite avec Dieynaba Seydouba. Ismaël Madior Fall est plus jeune qu'il en a l'air. Son visage rond, sa moustache poivre et sel ne reflètent pas du tout son âge. Ce professeur agrégé des facultés de droit, professeur de droit public et sciences politiques, est âgé de 46 ans. Mais son expérience universitaire et extra-universitaire est riche. Son professionnalisme apprécié par ses collègues. Nous avons beaucoup collaboré avec lui. À son arrivée, il y a eu déjà au niveau de l'organisation institutionnelle du centre, nous avons remarqué beaucoup d'envie de redynamiser les activités scientifiques. Donc c'est vraiment un scientifique modèle, il faut le dire, à travers ses publications, à travers sa participation à l'animation scientifique de la faculté. On peut le considérer comme étant une référence. C'est vrai, il a souvent une rigueur scientifique qui fait souvent dire que c'est quelqu'un de peut-être assez méchant. Souvent les étudiants peuvent percevoir comme ça, mais c'est vraiment important. Nous, dans notre domaine, dans le domaine scientifique, la rigueur est plutôt une qualité. Ismaël Madior Fall, sociable, c'est une image qui a capé ses étudiants qu'il a eu en première année. Certains en font même une référence. Le professeur, en dehors de sa compétence, parce que sa compétence n'est plus à discuter ici, à Dakar et à l'extérieur, mais il est tellement disponible et il est tellement ouvert. Donc je peux dire que d'une gentillesse extraordinaire. Parce que s'il passe tout à l'heure ici, il va te saluer. Même de loin, il va te saluer. Donc il reconnaît ses étudiants, ça. C'est un avantage et puis c'est quelque chose à ne pas négliger quand même parce que c'est rare de voir un professeur comme lui donc qui se comporte de la sorte. Donc Ismaïla, il est vraiment disponible, il est vraiment ouvert et sa gentillesse n'est plus à discuter. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que je ne connais pas de mal en lui. Dans une classe où il y a à peu près 40 ou 50 étudiants où tu parviens à détecter tes étudiants et à passer par leur nom, à leur appeler par leur nom. Donc c'est rare de voir un professeur comme ça, comme lui, comme Ismaïla Madior Fall. Dès ma première année, donc j'ai été tellement ému par le professeur Ismaël Madior Fall. Donc c'est lui qui m'a poussé à faire le droit constitutionnel parce que j'aimais vraiment la matière. Donc quand on aime un professeur, forcément on ne peut aimer sa matière. C'est lui, je peux dire, qui m'a inspiré à faire vraiment le droit public. Parce qu'il me plaisait donc, et puis la façon de manier la langue et la façon de donner son cours, vraiment, il m'a beaucoup impressionné. Cette rigueur au travail, c'est également valable pour la maison. Mais cela n'empêche pas le ministre conseil juridique du président d'être un papa poule. Ismaël Madior Fall est marié à une femme d'origine congolaise et il est père de 4 enfants. C'est un bon mari, je crois, et un intellectuel, je crois. On n'a même plus besoin de le rappeler ici, qui passe beaucoup trop de temps à travailler.
Mais bon, qui prend quand même un peu le temps pour sa famille, pour ses enfants. Il s'arrange toujours pour être là au plus tard à 18h. Comme ça, au moins, il peut travailler un peu avec les enfants, surtout pour l'aîné qui est déjà à l'école. Et voilà, ensuite les coucher. Mais après, évidemment, il se retire au 3e étage, devant son ordinateur, jusqu'à 2h, 3h du matin. Ismaël Madior Fall, un professeur qui adore le tennis de table, un monsieur redingue de la mer et de la nature, un amour qui démontre son côté romantique, même si le ministre conseiller refuse de le reconnaître. Je crois que c'est un gros romantique, mais qui se cache bien. En bon wolof, évidemment. Alors, Ismaël Madior Fall, très à l'aise dans votre toge de professeur agrégé, titulaire de chaire du droit constitutionnel à l'UCAD, qu'est-ce que cela représente pour vous de piloter aujourd'hui le comité justement chargé de la réforme de la décentralisation? C'est pour moi un honneur d'avoir été choisi pour diriger le comité de pilotage de la politique de la réforme de la politique de décentralisation acte 3. Mais je dois dire que au début j'avais quelques appréhensions parce que ça a coïncidé avec un moment où j'étais déjà choisi par le président de la République pour être ministre conseiller juridique. Et je ne voulais pas, je n'aime pas trop les cumuls. Je ne voulais pas aussi donner l'impression que la réforme était pilotée à partir de la présidence de la République. Et donc j'avais indiqué à Madame le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales de l'époque, Madame Aram Ndoye, que vraiment j'étais très honoré, mais je ne pouvais pas accepter. Bon, elle a insisté, on a discuté. Elle m'a fait à l'époque savoir qu'au fond, ce qu'on recherchait, c'était une personnalité indépendante, scientifique, qui dirige le comité de pilotage, pour donner en fait une caution scientifique à la réforme. Bon, après, j'ai insisté, je me suis dit, bon, peut-être que c'est aussi une occasion pour pratiquer ce que je faisais par le passé, enseigner le droit de la décentralisation, mais aussi l'avoir pratiqué comme consultant, expert consultant au Sénégal sur les questions de décentralisation. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec le maire qui est là d'ailleurs, Sidina. On a travaillé pour l'USAID à l'époque. J'ai aussi dirigé un ouvrage collectif sur la décentralisation en Afrique, l'état de la décentralisation dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, pour le programme de développement municipal. À l'époque, le programme était dirigé par un de nos compatriotes, Birab Owen Sindiaye. J'ai aussi été expert des Nations Unies dans certains pays sur des questions de décentralisation, sur des questions constitutionnelles, mais aussi sur des questions de décentralisation. Par exemple, j'ai rédigé le document de politique de décentralisation du Burundi. À l'époque, c'est les Nations Unies qui m'avaient amené là-bas à peu près pendant 1 mois et demi. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est une bonne occasion pour le faire au Sénégal et le faire aussi avec des gens de qualité, des gens avec qui je suis dans le comité de pilotage. Bonsoir au public qui assiste à cette émission. Merci pour sa patience surtout. Ismaël Madior Fall, quelle est la méthodologie que vous avez utilisée? Parce que déjà, il y a quand même beaucoup de polémiques autour de ce projet de réforme. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que schématiquement, d'abord, le président de la République a lancé l'idée de cette réforme depuis longtemps. C'est pendant le mois de juin 2012 déjà qu'il avait parlé de réforme de la politique de décentralisation. Juin 2012. Il y a eu au moins 2 conseils des ministres décentralisés qui ont été consacrés à la question. Et bon, après, les choses ont un peu tardé à se mettre en place. Et puis en mars 2013, il a officiellement lancé la réforme de la politique de décentralisation, acte 3. Et quand le processus a été lancé, on a mis sur pied un comité de pilotage qui est composé de 20 membres. Et justement, dans ce comité de pilotage, vous avez toutes les familles d'acteurs de la décentralisation et de la gouvernance locale. Parce que, bon, moi je suis juste le président. Mais par exemple, le premier vice-président, c'est Alelo, président de l'Union des associations des élus locaux. On a un deuxième vice-président qui est le directeur de cabinet du ministre. On a l'Association nationale des conseils ruraux qui est représentée. L'Association des maires du Sénégal est représentée. L'Association des présidents de région est représentée. Nous avons les syndicats des collectivités locales qui sont représentés. Les organisations de la société civile, comme le Forum civil, qui sont représentées. Les universités sont représentées. Le CONGAD, à travers d'ailleurs la personne de M. Amakodou Diouf qui est là. Nous avons le patronat.
qui représente le CNP et la CNES. Donc nous avons ainsi un échantillon assez représentatif de l'ensemble des acteurs dans le comité de pilotage. Et ce comité de pilotage a 3 commissions. Une commission qui s'occupe de cohérence territoriale, on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Une commission qui s'occupe des échelles de gouvernance et une commission qui doit s'occuper de développement économique, gouvernance budgétaire, financement de la décentralisation. Donc ce sont ces 3 commissions thématiques qui travaillent, qui renvoient leurs propositions à un comité technique qui est dans le ministère, et ce comité technique nous envoie au niveau du comité de pilotage les propositions pour qu'on les discute, les valide, les transmettre au ministre qui les transmet au président de la République. Mais nous avons dit, pour éviter de faire un processus purement dakarois, nous allons instaurer dans chaque région du Sénégal ce qu'on a appelé un cadre régional de partage, dans lequel on retrouve aussi les familles d'acteurs, les élus locaux, les services déconcentrés de l'État, la société civile, les organisations communautaires de base. Et chaque fois qu'il est question d'une idée ou d'une proposition au niveau du comité de pilotage, on le renvoie au niveau du cadre régional de partage, qui en discute, qui émet ses remarques, ses observations, ses objections, et ensuite cela est remonté au niveau national. Donc voilà, dans les grandes lignes, le dispositif de pilotage de la réforme de politique de décentralisation que nous avons instauré. Alors, le premier sujet consacré justement à cet acte 3 de la décentralisation, c'est d'abord l'historique. Comment tout cela est arrivé? On verra dans ce sujet de Ibrahima Kane que la politique de la décentralisation au Sénégal part de 1972 avec le président Senghor, 96 avec le président Diouf, mais certains plus avertis datent cela même de 1872, c'est-à-dire avant l'indépendance du Sénégal avec les communes de Gorée et de Saint-Louis. C'est un sujet de Ibrahima Kane que nous regardons. Le processus de décentralisation a toujours existé au Sénégal et évolue au fil des années. Dès l'accession à l'indépendance, le législateur sénégalais donne à toutes les communes du pays le statut de plein exercice. Le mouvement municipal sénégalais est hérité de la colonisation. Le Sénégal a très tôt eu des communes. D'abord la commune de Saint-Louis, celle de Gorée, de Rufisque et de Dakar en 1880, 1887 pour Dakar par exemple. Et en 1905, 1904, on a créé d'autres communes telles que les communes de Thiès, de Tivaouane, de Ziguinchor ou Kaolack. Toutefois, ces communes citées n'avaient pas jusque-là un texte de référence régissant leur fonctionnement. Il a fallu attendre l'année 1966 pour l'adoption du Code de l'administration communale. Après ce texte de référence, il s'est posé ensuite la question de la gestion du monde rural par ses populations. En 1972, l'acte 1 de la décentralisation est posé. On a créé par la loi 72-25 du 25 avril 1972 la communauté rurale. Donc pour permettre au monde rural de se prendre en charge lui-même. Mais cette prise en charge était partielle parce que l'ordonnancement du budget était du ressort du sous-préfet qui est le représentant de l'État. Il faut attendre 1990 pour que cette prérogative-là soit retirée des mains du sous-préfet pour être confié au président du conseil rural. Donc cela aussi est une date importante. Et c'est cette même année, avec la loi 90-35, qu'on a supprimé les communes à statut spécial. Dans le souci de renforcer la démocratie locale, un nombre important de lois a été voté par le législateur. On parle alors de l'acte 2 de la décentralisation, une étape importante dans le processus. En 1996, véritablement, on a fait des pas importants dans le processus de décentralisation au Sénégal par la création de la région, par le transfert de compétences, mais surtout
par la suppression du contrôle a priori du contrôle d'opportunité. Donc cela est très important, mais il faut dire que tout ce processus s'est fait dans la prudence, avec une option véritablement de donner le maximum de liberté, de possibilités aux collectivités locales à la base. Parce que, selon le législateur, moins d'État, mieux d'État. Selon le législateur, gouverne très bien qui gouverne de très près. Donc il fallait beaucoup plus de proximité et de liberté aux collectivités locales. Dans son évolution, le processus de décentralisation au Sénégal a connu jusque-là 2 étapes particulières, notamment en 1972 et 1996 avec l'acte 1 et l'acte 2 de la décentralisation. Aujourd'hui, l'acte 3 se dessine, un acte qui suscite beaucoup d'attentes, notamment le développement local qui peine à décoller. Ismaël Madior Fall, la décentralisation, un long processus, on l'a vu. Alors, quel bilan devrait-on pouvoir faire de la politique de décentralisation au Sénégal? Oui, ce serait intéressant de faire un bilan parce que nous avons souvent l'habitude de dire au Sénégal que nous sommes un pays de tradition de décentralisation. Nous avons l'habitude de dire que nous avons connu la décentralisation avant les autres, notamment en Afrique. Et c'est vrai, le reportage d'ailleurs l'a montré. Il y a ici le processus de communalisation qui a commencé dès le 19e siècle, avec les 4 vieilles communes. On a aussi continué cette communalisation après l'indépendance. On a introduit la décentralisation en milieu rural, avec l'érection des communautés rurales. En 1996, on a fait une grande réforme, qui était quand même une réforme ambitieuse, une réforme audacieuse, qui, je crois d'ailleurs, n'a pas encore produit tous ses effets. Révolution silencieuse. Absolument. Le président Diouf avait dit qu'on allait, la réforme allait faire vivre au Sénégal une révolution silencieuse. Et c'était vraiment une bonne réforme. Et donc, aujourd'hui, si on doit faire le bilan, on ne peut pas dire que le bilan est totalement négatif. Il faut quand même reconnaître qu'il y a d'abord un dispositif institutionnel et juridique assez sophistiqué. On a quand même une tradition de collectivité locale. Il y a des pays qui viennent de découvrir le phénomène des collectivités locales. Il y a au Sénégal quand même une expérience de démocratie locale. Ouais. C'est-à-dire qu'avec un protagonisme, les forces politiques qui se battent au niveau local pour avoir des représentants, on a une tradition de gestion locale au Sénégal. Et donc, ça, on ne peut pas le nier. Mais là où ça pose problème, c'est au niveau du développement. La dimension économique de la décentralisation. Autrement dit, la décentralisation a pêché essentiellement sur 2 choses. Un, la décentralisation n'a pas permis de réformer l'État. Parce qu'au fond, ce qu'on voulait à travers la décentralisation, c'est une réforme de l'État. C'est changer la manière d'être de l'État. C'est changer la manière d'agir de l'État. C'est faire en sorte que les choses ne se décident pas toujours à partir de Dakar pour être imposées à la base. C'était de casser un peu ce clivage au Sénégal entre le Sénégal utile et le Sénégal oublié. Ouais. Mais au fond, on se rend compte que cette réforme de l'État n'a pas été réussie. Autrement dit, la décentralisation, quoique vieille, quoique sophistiquée, quoique mise en œuvre de façon depuis longtemps au Sénégal, n'a pas permis d'avoir un nouveau type d'État adapté, proche des populations et qui promeut le développement en tenant compte des spécificités des territoires. Et deuxième chose qu'on n'a pas réussi aussi, on n'a pas réussi à actionner le levier du développement économique à partir de la décentralisation. Parce qu'au fond, on n'avait pas décentralisé simplement pour créer une classe politique locale, on n'avait pas décentralisé simplement pour une reconfiguration institutionnelle, non. On avait aussi décentralisé parce qu'on pensait que avec la décentralisation, on allait réunir les conditions de développement économique à la base. On allait permettre aux acteurs à la base d'exploiter les potentiels des terroirs et des territoires pour pouvoir impulser le développement. Et force est de constater que cela n'a pas été réussi. Alors, on a dans notre public ce soir des maires, des présidents de conseil régional, présidents de conseil rural, des étudiants, mais aussi des confrères, Pape Amadou Fall,
directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, et Daouda Mine, rédacteur en chef du journal L'Observateur. La parole au public, elle est à celui qui voudrait la prendre. Malheureusement, il n'y a pas de dame. Oui, M. Souti Touré, ancien ministre de la décentralisation. Oui, je pense qu'il serait intéressant de l'écouter à la suite donc de l'introduction de Ismaïla Madior Fall, monsieur le ministre. Merci, Papa Amadou. Monsieur le ministre. Je vous remercie, monsieur Fall. Je voulais commencer par féliciter le groupe TFM pour avoir organisé cette rencontre, ce qui témoigne du développement de ce groupe, mais surtout de l'ambition qui l'anime de renforcer le système médiatique de notre pays. Saluer le talent et l'intelligence des journalistes, des animateurs, saluer l'esprit d'entreprise du promoteur. Féliciter le professeur Fall pour la qualité de son introduction et marquer mon accord sur beaucoup de points avec lui. Également souligner mon désaccord sur plusieurs points. D'abord, je pense que ce qu'il demande à la décentralisation, ce n'est pas la décentralisation. Et le diagnostic n'est pas bon, il n'est pas vrai. Le Sénégal a toujours fait de la décentralisation. Les deux principes de décentralisation, c'est la décentralisation territoriale et la décentralisation technique. À l'indépendance, le Sénégal, sur la base des travaux du père Lebré et du président Mamadou Dia, a reconnu l'existence de 7 zones éco-géographiques. À chacune de ces zones éco-géographiques, on a appliqué le principe de la décentralisation technique en créant ici la SODEPS pour la zone sylvo-pastorale, en créant ailleurs la SODEVA pour le bassin central, en créant de notre côté la SODEIK, la SODEFITEX, vous avez compris. La décentralisation, suivant les exigences économiques et les préoccupations économiques, a toujours existé dans notre pays. Et c'est ça, la décentralisation technique. Et les territoires sont imbriqués. Ce que l'on demande à la décentralisation relève des compétences de l'État. Qu'au niveau local, qu'un élu local ne puisse pas programmer en route parce que le secteur routier n'est pas déformé, n'est pas transféré. La décentralisation est faite pour les populations. C'est un mouvement concomitant avec le développement de la démocratie. Ça veut dire renforcer les pouvoirs, les capacités de participation des populations à l'effort de développement, appliqué à la résolution des problèmes de proximité. Décider plus rapidement, décider plus près, décider à partir d'une base démocratique, c'est-à-dire à partir des représentants choisis par les populations. Il y a ce que les populations peuvent faire à travers leurs représentants, il y a ce que les populations ne peuvent pas faire à travers leurs représentants. Il y a ce que l'État peut faire du point de vue de la décentralisation technique à partir des zones éco-géographiques. Que l'on regroupe aujourd'hui les zones suivant des cohérences territoriales, et vous me permettez de dire que moi, je veux comprendre aujourd'hui ce que veut dire territorialisation. Parce que j'ai cherché, dans le dictionnaire, je n'ai pas vu. Terroir existe. Et je crois, si j'appréhende un peu à travers ce que la formule choc de l'énoncé, territorialisation, communalisation, ce qu'ils veulent dire, oui. je veux comprendre qu'on veut dire qu'on va prendre des terroirs pour leur coller, pour conduire leur développement à partir des potentialités et en tenant compte des contraintes. Mais cela existe, Mamoudou. Il ne faut pas commencer le travail. Il y a un plan national d'aménagement du territoire qui trace les grands territoires du Sénégal, les grands terroirs du Sénégal avec leurs contraintes, avec leurs opportunités. Le constat aujourd'hui qu'on fait, à mon avis, il est d'abord pas bon d'énoncer, de faire prononcer un choix de politique de développement du président à partir de mots qui n'existent pas, à partir de mots de signification approximative. La communalisation universelle, moi je lis dans le livre communalisation placée sous la dépendance de. Est-ce à dire qu'on va placer les villages de la communauté rurale sous la dépendance du village centre?
Si c'est ça, moi je ne suis pas favorable, je ne suis pas le seul. Je vais laisser la parole aux autres. Vous aurez l'occasion de revenir tout à l'heure. Oui, une autre question ou contribution. On donne la parole à Ismaël Madior Fall. Je m'appelle Amadou Sadio. Moi, contrairement à mon grand frère, le ministre sous-titré, je suis encore un maire en activité et je viens du Sud. Je crois que votre télévision est en train de combler un vide que nous avons ressenti, la communication autour de cette réforme. Elle a beaucoup manqué. Je pense que je vous suggère de ne pas vous arrêter à cette émission. Il faut y aller parce qu'encore une fois, l'un des obstacles, c'est-à-dire les facteurs d'incompréhension de cette réforme, cette incompréhension est due à une information insuffisante sur ce qui doit se faire. Je pense que le professeur Ismaël Madior Fall qui dirige cela en est conscient. Ils ont créé autour du comité de pilotage une cellule de communication. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension autour du contenu de cette réforme, ce qui explique un peu les difficultés que nous avons connues. L'idée de cette réforme est très bonne. Vous avez parlé tout à l'heure de révolution silencieuse. C'est la suite de cette révolution silencieuse au nom de ce qu'on appelle la continuité de l'État. C'est dans son management maintenant qu'il y a des réglages à faire. Professeur, il y a eu des évaluations de la réforme. S'il n'y avait pas eu d'évaluation, vous n'auriez pas justement lancé cette idée. Ce qu'il faut dire de ces évaluations, c'est que par moments, elles sont sectorielles et il n'y a pas une ligne directrice, un fil conducteur de cette réforme, de cette évaluation pour qu'elle soit une évaluation globale. On a évalué par étapes en fonction des besoins. Pour le reste, je pense que cette réforme, il faut qu'on lui donne une chance de succès et qu'on ne s'arrête pas à des demi-mesures. J'ai l'impression quelque part qu'on a créé, à cause de cela, une certaine frustration de la part des acteurs. C'est une réforme à plusieurs acteurs. Et au sein de ces acteurs, à cause un peu de ces lenteurs ou ces erreurs de casting, on a créé comme une sorte de lutte d'influence entre eux. Parmi les élus ont l'impression que c'est l'affaire des fonctionnaires, que la réforme est en train d'être confisquée par les fonctionnaires. Il faudrait peut-être qu'on communique le plus largement possible pour partager des options, pour partager une démarche. À partir de cela, je crois que la réforme va réussir et nous lui souhaitons d'atteindre un peu les résultats qu'on entend, même si, par ailleurs, quelque part, on sent une certaine précipitation. Aujourd'hui, les élus sont en train de recevoir le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Peut-être qu'on va encore entendre une autre information qui nous fera reculer. Très bien. Merci. Oui, Babacar Gaye, on peut y aller après. Oui, Babacar Gaye, président du conseil régional de Kaffrine. Régional de Kaffrine. Peut-être que la réforme ne fera pas de Kaffrine une communauté rurale ou en tout cas une commune rurale comme c'est l'air du temps. Je vous remercie vraiment, Mamoudou, de m'avoir invité à cette rencontre et me féliciter que vous l'ayez tenue au bon moment. Féliciter aussi du choix de le professeur Ismaël Madior Fall, qui est quand même un ami avec qui j'ai une complicité intellectuelle sur beaucoup de questions. Et dire que je suis un peu dans le même sillage que M. Soutouré sur le diagnostic, je n'y reviendrai pas. Je vais juste essayer de faire le point sur l'état actuel de la réflexion, apporter ma modeste contribution et peut-être poser des questions, si le temps le permet, au professeur Ismaël Madior Fall. Alors, le président de la République Macky Sall a relevé la faiblesse de l'aménagement de nos territoires, pour ne pas parler de terroir, et les difficultés de financer adéquatement les programmes et projets des collectivités locales dans le cadre des compétences dites transférées. J'insiste beaucoup sur cette nuance.
c'est-à-dire une inadéquation des ressources et des mécanismes financiers. Il a envisagé alors une réforme majeure appelée Acte 3. Je ne reviens pas sur la séquence. Est-ce que c'est l'acte 4, l'acte 5, en tenant compte évidemment de l'histoire de la décentralisation qu'on vient de revisiter. Mais comme c'est le concept officiel, nous allons nous arrêter à ce concept Acte 3. Qu'en tant qu'élu local, d'abord, parce que je suis un acteur donc privilégié de la décentralisation, c'est pourquoi je salue et je voudrais soutenir, je dis bien je voudrais soutenir cette réforme-là. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'occasion de le faire. Et il s'agit plus d'une dynamique de refondation de l'action territoriale. Nous y reviendrons parce qu'on parle de territorialisation de l'action publique ou des politiques publiques, alors que ce ne sera pas, de mon point de vue, si on veut décentraliser correctement, que l'État jacobin déplace ses actions au niveau du territoire. Il faut qu'on ait des territoires forts, avec des hommes élus, un système de gouvernance cohérent, pour que les projets et programmes soient administrés, mis en œuvre au niveau de ces territoires par ceux qui sont élus pour les mettre en œuvre. C'est un peu différent de l'action de l'État au niveau du territoire. Donc, et qu'une révolution tant attendue pour la responsabilisation totale de l'élu et en vue d'un développement socio-économique basé sur des territoires plus cohérents. Il y a une commission qui s'en occupe. Je voudrais juste insister un peu que depuis Saint-Malo, la région était considérée comme le territoire le plus pertinent pour engager un développement économique et social qui tiendrait compte des changements climatiques, parce qu'elle était d'une dimension qui lui permettait. C'était l'infra-étatique le plus pertinent. Ensuite, une gouvernance partagée, plus efficiente, d'une part entre l'État et les collectivités locales, et d'autre part entre les collectivités locales ou les différentes sortes de collectivités locales. C'est ce qu'on appelle ici, dans la réforme, la lisibilité des échelles de gouvernance. C'est ça. Ensuite, un financement conséquent des politiques publiques mises en œuvre dans le cadre d'un transfert réel de pouvoir. J'insiste aussi sur cette notion de transfert réel de pouvoir. Ici, on nous dit qu'on transfère des domaines de compétences. Les élus locaux souhaitent un transfert réel de pouvoir. De moyens. C'est des ressources humaines d'abord. Tout ce qui est normalement service déconcentré de l'État, de mon point de vue, devrait être administré par l'élu local si on veut faire du développement local. Développement économique local. Comme dans les Länder en Allemagne, dans les provinces au Canada, en Catalogne en Espagne, en Belgique, en RDC, partout dans le monde aujourd'hui, l'État jacobin est en train de disparaître pour laisser la place à une gouvernance locale. Et pour ça, il faut que, comme ça se fait dans les 6 autres pays, que ces services déconcentrés dépendent de l'élu. La disparition de l'administration territoriale est un processus irréversible si on veut aller vers le développement. Ensuite, une disparition progressive de la présence de l'État jacobin, ce que je disais tout à l'heure, qui risque d'être renforcée parce que la charte de la déconcentration, on en parle, mais j'ai vu, et ça, j'avertis bien mes frères de maires des communes, on risque d'avoir un préfet qui sera là pour juger et vérifier ce que fait le maire. Je pense que c'est un recul par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, quelle question? Oui. Première question, dans la phase 1, parce qu'actuellement on ne parle plus de la réforme Acte 3. On parle de phase 1 et de phase 2. Dans la phase 1, le gouvernement, sans l'aval des élus, et mon collègue vient de le dire, a décidé de transformer les communautés rurales en communes. C'est le nom qui a changé. On laisse l'espace tel quel. Et là, je rejoins la position de Souti-Touré, qui voudrait qu'on ait un village-centre autour duquel va graviter un certain nombre de villages, un interland cohérent avec ces villages-là pour faire plusieurs communes au sein d'une communauté rurale. C'est ça qui est plus cohérent que d'avoir 70 villages gérés par un seul maire. Et parce que aussi la gestion de la décentralisation, c'est la proximité. Ensuite, le maintien des communes d'arrondissement, c'est décidé. Le maintien des régions telles qu'elles s'est décidé, même si les informations que j'ai pour le moment, on va leur enlever l'essentiel de leurs prérogatives en leur laissant la planification, l'harmonisation des plans de développement, le schéma régional d'aménagement du territoire et le plan d'aménagement de l'environnement régional. Alors, question. Si l'essentiel des changements initialement retenus sont renvoyés à la phase 2, ne s'agit-il pas d'une petite réforme pour ne pas avouer, évidemment, l'échec du processus de la réforme de l'acte 3? Très bien. Question 2, je vais en terminer pour laisser peut-être le soin aux autres d'en poser. Exact. Moi, je doute de la clarté de la vision. Pourquoi? Parce que j'estime que, jusqu'à maintenant, il faut quand même les moyens de la décentralisation. Et pour ça,
j'aurais bien aimé que le représentant ici de l'État, je l'ai dit du gouvernement, qui pilote ce projet, nous dise combien l'État va mettre pour financer le développement local au profit des collectivités locales qui administrent ces mannes financières, si on tient que le Sénégal envisage en 2014 un budget de 2447 milliards, un montant. Je ne voudrais pas qu'on me dise tant % de la TVA, un montant, pour qu'on sache exactement quelle est l'ambition qui accompagne cette vision. J'en termine et maintenant je reviendrai certainement pour les autres questions. Je vous remercie. Merci, Président Babacar Gueye. La parole est Ismaël Madior Fall. On va d'abord serrer un peu les interventions. D'abord, il y a le terme territorialisation qui fait débat, qui a été soulevé par l'ancien ministre de la décentralisation Souti Touré, qui dit aussi qu'il ne faut pas faire comme s'il n'y avait pas de plan national d'aménagement du territoire. L'autre aspect, c'est le problème de communication. C'est la première fois qu'on communique sur cette réforme. Bon, nous sommes heureux d'organiser ce débat. Et puis, il y a les deux questions de Babacar Gueye. Est-ce que finalement, ce ne sera pas une petite réforme, mais aussi dans notre temps, quels sont les moyens envisagés par l'État pour permettre aux collectivités locales de mener à bien leurs prérogatives, leur pouvoir? Oui, je vous remercie pour cette question. Je voudrais aussi remercier ceux qui sont intervenus, le ministre Touré, mon ami Babacar Gueye. Mais je crois qu'on a sauté une étape. L'étape qu'on a sautée, c'était d'abord de dire quelle est la vision, en quoi consiste la réforme, premièrement. Deuxièmement, quel est l'agenda de réforme. Troisièmement, il paraît qu'il y a, avec l'exigence de tenir les élections locales à date échue, quel est le redimensionnement de la réforme? Qu'est-ce que vous comptez faire? Donc je crois qu'on a sauté quelques étapes. Oui. Et c'est pour ça que je pense que c'est prématuré d'avoir des contradictions. Je crois qu'il faut qu'on attende la substance avant d'avoir des contradictions. J'étais un peu surpris quand le ministre Touré a dit « je ne suis pas d'accord ». Mais j'ai dit « mais il n'est pas d'accord avec quoi ?» Parce que pour l'instant, on n'a pas dit les choses, de quoi il s'agit exactement. Il a peut-être eu accès à certains documents. Oui, peut-être, mais en tout cas, pas avec moi. Parce que pour l'instant, moi, je n'ai rien dit. Ce que j'ai dit, c'était juste un propos liminaire, introductif. Bon, j'espère qu'on aura le temps de débattre dans le fond. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai salué d'ailleurs la qualité du public, parce que je me suis dit, on va avoir un débat de hauteur, parce que nous avons des gens de qualité. Bon, cela dit, Babacar Gueye, je vois qu'il a beaucoup d'informations, mais si les questions et les termes du débat le permettent, on peut y revenir. Mais pour répondre à votre question, parce que je voudrais être discipliné, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais respecter l'itinéraire que vous tracez pour nous. Bon, la première question qui a été soulevée, je crois que c'est un problème qui est sérieux, à mon avis, c'est le problème de la communication. On peut dire, est-ce que ceux qui ont été chargés de piloter la réforme ont assez communiqué et ont bien communiqué? Je dis, peut-être pas. Peut-être pas que nous n'avons pas assez communiqué et nous n'avons pas bien communiqué. Pourquoi? Parce que la conception qu'on avait de la chose, c'est quoi? C'est que d'abord, nous ne faisons pas de consultation citoyenne. Nous ne venons pas pour dire, bon, chacun peut donner son point de vue, etc. Nous avons dit, nous allons mener une réflexion. Et dans la réflexion qu'on va mener, nous allons le faire avec les parties prenantes. Le président Babacar Gueye est représenté dans le comité de pilotage par quelqu'un qui s'appelle Aliou Niang, en tant que président de conseil régional. On dit même président de région. Les présidents de région sont représentés. Les maires sont représentés. Les présidents de conseil rural sont représentés. Je veux dire, les travailleurs des collectivités locales, etc., etc. Donc, les familles d'acteurs, les acteurs de la décentralisation sont représentés au niveau du comité de pilotage où on discute, on se réunit, on échange chaque jeudi de 15h à 18h. Bon, déjà, il y a au moins une communication interne entre les familles d'acteurs. Bon, parce qu'on ne peut pas non plus avoir une salle où on convoquerait tout le monde. Donc, le premier moyen de communication qu'on a, c'est qu'il y a un comité de pilotage où les gens discutent, ont des propositions, les valident et formulent ces propositions. Et deuxièmement, c'est qu'en termes de communication, nous nous sommes dit, bon, sur quoi communiquer? Il faut attendre de stabiliser les choses pour communiquer. Attendons d'avoir au moins des conclusions provisoires. On ne l'a pas encore. Nous ne l'avons pas encore. Nous sommes dans un processus. Et nous nous sommes dit, on va avoir des conclusions provisoires, à mi-parcours au moins, pour communiquer sur ça. Mais en même temps, il y a des interrogations légitimes. Oui, nous sommes à quelques mois des élections locales. Absolument. Les gens ne savent pas ce qu'il y a lieu de faire. Mais très bien. Et justement, c'est ça la question. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où on était sur le processus, au moment où on discutait, au moment où on arrêtait les options,
le président de la République a dit « Je tiens à respecter le calendrier républicain. Je ne veux pas, sous prétexte qu'on va réformer la décentralisation, reporter les élections locales. » Alors qu'ici, la question était simple. C'était de dire, soit on prend le temps qu'il faut pour mener sereinement la réforme, auquel cas on reporte les élections locales, on privilégie la réforme, ou alors on dit, on organise les élections locales, mais on oublie la réforme, et après les élections locales, on fait la réforme. Mais le comité de pilotage a une option. Dans les documents que vous avez produits, tout ce processus avec les avant-projets de loi, les premiers devaient se faire autour du mois de mai 2014 et les élections locales en novembre 2014. C'est ça votre option? Oui, c'était notre option. Pourquoi c'était notre option? Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, le processus au fond a été lancé en juin 2012. Donc le président, lui, quand il disait les choses en juin 2012, il croyait que les choses allaient suivre un cours normal. Mais les choses ont tardé à se mettre en place. Finalement, l'acte 3 n'a été lancé qu'en mars 2013. C'est-à-dire il y a quoi, 3-4 mois. Et se présente la contrainte de l'agenda républicain. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président dit, c'est très simple maintenant ce que je vous suggère de faire. Et dans le comité de pilotage, nous avons échangé sur ça, nous nous sommes dit, on va travailler maintenant sur cette hypothèse de travail. Il a dit, envisageons de redimensionner la réforme et de faire ce qui est faisable d'ici les locales de 2014, premièrement. Et deuxièmement, tout le reste de la réforme, toutes les autres dimensions de la réforme vont être envisagées après les locales. C'est pour ça que le président Babacar Gaye, qui est très bien informé sur ce plan, parlait de phase 1 et de phase 2. Mais en résumé, il se demande est-ce que ce n'est pas une petite réforme finalement? Oui, non. Répondez de manière précise à cette question. Non, mais c'est-à-dire que les appréciations, chacun est libre de l'apprécier comme il veut. Nous sommes quand même un pays de liberté, quoi. Mais le fait est là, c'est qu'il y avait une réforme qui était multidimensionnelle. On dit, les élections locales se tiennent en mars 2014. Il y a la contrainte de la CEDEAO, d'ailleurs, la contrainte du protocole de la CEDEAO, qui dit aucune réforme substantielle de la loi électorale ne peut être faite dans les 6 mois qui précèdent l'élection. Donc il y a cette contrainte. Et donc on dit, ben, on va faire ce qui est faisable d'ici les locales et on envisage la suite. Ça veut dire qu'au fond, l'acte 3 n'est pas... c'est un processus. Il faut le comprendre comme un processus qui continue. Il ne faut pas le comprendre comme au moment M où toutes les choses vont s'épuiser. Non, pas du tout. Il y a des choses qu'on va faire et c'est pour ça qu'on a dit qu'est-ce qu'on va faire d'ici les locales. On va dire on va commencer par le plus facile. 1, c'est ériger toutes les communautés rurales en communes. Ne parlons plus de communalisation. C'est juste transformer les communautés rurales en communes dans un premier temps. Oui. Ensuite, et ça, Babacar Gaye ériger les départements est très réservé là-dessus. Oui. Comme les autres intervenants. Oui, ils sont très réservés là-dessus. Oui, bon, comment peut-on transformer des communautés rurales telles qu'elles existent en communes? Oui, mais je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ce qui se fait dans tous les pays africains. La communauté rurale c'est quelque chose qui n'existe qu'au Sénégal. C'est au Sénégal qu'on parle de communauté rurale. Si vous allez je vais donner l'exemple d'un village que je connais très bien, c'est le mien, Bokidiawé, communauté rurale de 38 villages. Oui, vous allez en faire une commune. Les 38 villages sont transformés en communes, mais il n'y a aucun problème. Vous savez, si vous prenez des pays comme le Burkina Faso, d'autres pays de la sous-région, le Mali, etc., mais ils n'ont pas de communauté rurale. Au Mali, qu'est-ce qu'on appelle commune? Il y a des communes qui sont en zone urbaine et vous avez des communes en zone rurale. On l'appelle commune. Au Bénin, qu'est-ce qu'ils ont? D'ailleurs, ils n'ont pas de collectivité locale, ils n'ont que les communes. Mais il y a des communes qui sont dans des zones rurales. Où est le problème? En France, vous savez, une commune, c'est quoi? C'est 500 personnes. Ils ont 37 000 communes en France. 500 personnes constituent une commune. Donc je vous dis, il n'y a pas de problème. Au Sénégal, on aurait même pu, dans l'absurde, dire chaque village est érigé en commune. Où est le problème? Non, le problème, ce n'est pas qu'on transforme la communauté rurale en commune. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on va y mettre dans le contenu, la substance? Parce qu'il ne s'agit pas de l'appeler commune, de la baptiser commune pour régler le problème. Non, si vous la baptisez commune, il y a des implications. Oui. Il faut plus d'équipements marchands, il faut plus d'infrastructures. Plus de pouvoir. Oui, bon, quoique les pouvoirs sont les mêmes. Mais je veux dire, il faut penser à non pas urbaniser, mais à moderniser. Quand vous prenez une commune au Sénégal, une communauté rurale au Sénégal, une communauté rurale, c'est limite au président du conseil rural et à l'assistant communautaire.
Mais si vous avez une commune, il faut en tirer les conséquences, d'avoir une administration communale qui puisse prendre en charge le développement local, etc. Donc, bon, on peut discuter sur ça. Mais moi, je ne voudrais pas aussi qu'on se focalise trop sur des débats terminologiques. Territorialisation, est-ce que ça existe dans le dictionnaire? Non, mais évidemment que ça n'existera pas dans le dictionnaire, parce que c'est un mot français. C'est pas un mot français au sens où Richelieu le voulait. C'est un concept qui a été inventé par des géographes, par des économistes, par des juristes. Territorialiser les politiques publiques. C'est quoi? C'est envisager le développement des territoires à partir de leur spécificité et de leur potentialité. C'est quoi? C'est avoir un projet de société territoriale. C'est quoi? C'est créer des occasions pour que les acteurs d'un territoire, les acteurs qui sont du même territoire, puissent avoir une vision d'ensemble du développement de leur territoire ou de leur terroir. Oui. Donc je veux dire, bon, maintenant... J'imagine que, oui, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de reprendre la parole, mais vous me permettez juste d'introduire un autre sujet qui a été tourné par notre correspondant dans la région de Louga et qui s'est intéressé à la problématique et aux problèmes auxquels sont confrontées les communautés rurales dans cette région de Louga, au nombre de 48 communautés rurales. Là-bas, ils disent qu'il faut d'abord évaluer la politique de décentralisation avant d'envisager une nouvelle réforme. C'est un sujet de Thierno Fall. La région de Louga compte aujourd'hui 48 communautés rurales réparties dans 3 départements, Louga, Linguère et Kébémer. Dans le cadre de la réforme de 1976 portant sur l'acte 2 de la décentralisation, l'État avait transféré à ses collectivités locales 9 domaines de compétences. L'objectif était de donner à ces collectivités plus d'autonomie morale et financière, leur permettant de se développer. Mais depuis lors, beaucoup d'entre elles sont confrontées à d'énormes difficultés qui les empêchent de décoller. Dans une communauté, si vous totalisez au moins une vingtaine d'écoles, on vous donne une dotation de 1,5 million ou bien 1 million. Alors la communauté vote son budget, il met 1,5 million. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 millions pour une vingtaine d'écoles primaires? Surtout le domaine de la santé. Parce que vous êtes dans un dispensaire. Les médicaments, c'est la collectivité locale. Parce que le fonds de dotation, ça ne dépasse pas 2 millions. Alors que si vous devez acheter qui grave autour de 6 millions, etc. Mais la partie qu'il faut ajouter à ça pour faire face aux besoins des populations. En dehors de ces contraintes, les compétences transférées, l'électrification rurale pose également d'énormes difficultés dans beaucoup de localités, comme c'est le cas dans la communauté rurale de Kanen Djob, située dans le département de Kébémer. Ici, sur 46 villages, seuls 4 ont été électrifiés. L'électrification couvre seulement 4 villages parmi les 46 villages que concerne la communauté rurale. Donc, comme le président vient de le dire, nous voulons une couverture totale sur le plan électrification rurale. Cette situation est la même dans la communauté rurale de Djokoul. Aujourd'hui, l'électrification rurale est la préoccupation centrale des populations rurales. Parce que tout le monde sait que l'électricité est un facteur important dans l'économie et de modernisation et encore pour soutenir le bien-être des populations. Considérant toutes ces difficultés rencontrées par les populations du monde rural, certains élus pensent que l'État devait dans un premier temps faire une évaluation de l'acte 2 avant d'entamer une nouvelle réforme. Il était aussi impérieux et nécessaire de procéder à une évaluation de l'acte 2 de la décentralisation. La décentralisation doit faire l'objet d'un long processus avec des étapes d'évaluation, voir les contraintes, voir les potentialités, voir les erreurs qu'on a commises la fois dernière pour aller de l'avant. Lors des rencontres tenues entre l'administration territoriale et les élus dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, un constat a été fait. Presque l'ensemble des communautés rurales de la région de Louga ont les mêmes préoccupations. Alors, ce reportage prouve encore, si besoin en était, de le rappeler que les collectivités locales n'ont pas assez de moyens pour faire face à un certain nombre de problèmes, la santé, l'éducation et autres. Mais avant de redonner la parole au public tout à l'heure, professeur, juste qu'est-ce que vous mettez dans la phase 1
et la phase 2 de cet acte 3 de la décentralisation, si elle est adoptée, bien sûr. Voilà, on s'est dit, pour respecter donc les exigences notamment du protocole de la CEDEAO et l'exigence de tenir les élections à date échue, on va voir ce qui est faisable. Et ce qui est faisable, c'est quoi? C'est que, nous allons transformer les communautés rurales en communes. Donc il n'y aura plus de distinction